Après la dernière attaque de 1527, le Vatican connaît 2 siècles et demi de paix et peut continuer son incroyable aventure architecturale. En édifiant la plus grande basilique du monde, bien sûr, mais pas seulement. Avec des constructions plus modestes aussi, mais pas moins étonnantes, comme cette tour. C'est le 2e point le plus haut du Vatican. On l'appelle la Tour des Vents. Et elle n'a pas été construite pour surveiller des ennemis, mais pour scruter les étoiles. Pourquoi la papauté s'intéresse-t-elle autant à l'astronomie? En quoi la construction de cette tour a-t-elle influencé les calendriers de toute la planète? Et pourquoi percer un trou dans sa structure? On va percer dans la façade qui est dirigée vers le sud un tout petit orifice. Dans le cas de la Tour des Vents, c'est à peu près 4 cm. Malgré ses 73 mètres de haut, c'est une tour méconnue qui ne se visite pas. Construite à la fin du XVIe siècle, avec un objectif très précis. La construction de la Tour des Vents entre les années 1578 et 1580 va permettre de valider cette réforme du calendrier que le pape veut absolument mener à son terme avant la fin de son pontificat. Ce pape, c'est Grégoire XIII, et avec cette tour, il espère corriger le vieux calendrier julien hérité de Jules César. Un calendrier insuffisamment précis et qui décale les fêtes religieuses au fil des siècles. Ce calendrier julien, en effet, ne fonctionne pas si bien parce que c'est une approximation. L'année julienne est plus grande d'environ un peu plus de 11 minutes par rapport à l'année solaire moyenne. Donc ces 11 minutes vont s'accumuler au fil du temps. Et au bout de à peu près 128 ans, vous allez avoir un décalage qui va se monter à 1 jour. Il faut pousser les portes de la salle du premier étage pour découvrir le dispositif dessiné par l'astronome Ignacio Danti, l'un des meilleurs de son époque. Perdu dans la barbe d'une fresque murale, un oculus. Il a été percé pour laisser passer la lumière du soleil. Au sol, une ligne gravée dans le marbre. Orientée nord-sud, c'est une ligne méridienne. C'est une ligne sur laquelle va se projeter la position du Soleil lorsque le Soleil culmine dans le ciel. Et sur cette ligne, on peut ensuite tracer les instants particuliers que sont les entrées du Soleil dans les différents signes du zodiaque, marquant ainsi les points les plus importants que sont les équinoxes, printemps et automne, et les solstices, été et hiver. La démonstration tant attendue a lieu en 1581. Aucune archive ne l'atteste, mais c'est une supposition qui est faite que le 21 mars 1581, le pape Grégoire XIII vient sur cette ligne vérifier de visu que cette réforme est nécessaire. Ce jour-là, on guette le rayon de soleil qui traverse l'oculus placé à 5,20 mètres du sol. Normalement, d'après les calculs d'Ignacio Danti, la tache de lumière doit se positionner au niveau du signe du Bélier. Le Soleil devrait, à midi, être à cette position-là sur la ligne. Et l'on constate qu'en fait, non. Elle est déjà beaucoup plus avancée. Et pour aller entre ces deux positions, il faut 11 jours. C'était effectivement le décalage qui survenait à cette époque-là entre l'équinoxe théorique, ecclésiastique du 21 mars et l'équinoxe réel qui tombait à ce moment-là, le 11 mars. La réforme du calendrier a lieu l'année suivante. Le calcul des années bissextiles est modifié et le mois d'octobre amputé pour rattraper le décalage. On va tout simplement faire disparaître 10 jours du calendrier. Le jour qui va suivre le 5 octobre 1582 sera le 15 octobre 1582. Même si la démonstration effectuée dans la Tour des Vents ne fait que valider le long travail d'une commission scientifique, cette mise en scène est symbolique du pouvoir de la papauté. Car ce trou de quelques centimètres a de grandes conséquences. Le calendrier grégorien va en effet s'imposer à l'ensemble de la planète. C'est une réforme qui va évidemment, dans un premier temps, se propager aux pays catholiques et va être opposée à beaucoup de réticences de la part des pays protestants.
L'Angleterre passera au calendrier grégorien en 1752. Cette réforme va prendre du temps à se propager. Par exemple, si on prend la Russie, c'est 1918. Et l'un des tout derniers pays à s'être converti, c'est l'Arabie Saoudite en 2016. Que ce soit scientifique ou artistique, rien n'est jamais gratuit au Vatican. Chaque geste doit contribuer à la grandeur de l'Église. Et certains papes l'ont plus mis en pratique que d'autres. Notamment dans ce bâtiment situé à 200 mètres de la Tour des Vents, la chapelle Sixtine. Avant même que Michel-Ange n'arrive dans la chapelle Sixtine, c'était déjà un espace d'une beauté extraordinaire. Parallèle à la basilique Saint-Pierre, c'est un bâtiment massif de 40 mètres de long, quasiment conçu comme un ouvrage militaire. Car avant même de devenir cet espace mythique où l'on élit les nouveaux papes dans le plus grand secret, la chapelle Sixtine était déjà un lieu stratégique. À chaque fois qu'une liturgie se déroulait dans cet espace, vous aviez toute la hiérarchie de l'Église dans une seule pièce. Donc le bâtiment a été également construit pour assurer une certaine sécurité. Pour cette raison, il a été très facile d'adapter la fonction de la chapelle Sixtine à ce site où les futurs pontifes seraient élus. Avant l'intervention de Michel-Ange, la chapelle a déjà été sublimée par des peintres tels que Le Pérugin ou Botticelli. Michel-Ange, lui, est censé redécorer le plafond en représentant simplement les 12 apôtres. Un programme pas suffisamment ambitieux pour cet artiste intransigeant. Le tout était couronné par un magnifique ciel bleu lapis-lazuli, moucheté d'étoiles dorées. Mais le plafond commençait à s'écailler. Et cet homme, qui ne fait jamais les choses comme les autres, a commencé à imaginer une décoration qui ne ressemblerait à rien de ce que l'on avait vu auparavant. Le défi n'est pas seulement artistique, il est aussi physique et technique, car il faut peindre plus de 1000 mètres carrés de surface, et ce, à 20 mètres au-dessus du sol. Pour accéder au plafond, l'architecte Bramante conçoit un échafaudage. Mais Michel-Ange le refuse, car la structure fixée dans la voûte laisserait des trous dans son œuvre. Michel-Ange et Bramante ne s'entendaient pas très bien. Alors Michel-Ange a dit qu'il s'en occuperait lui-même. L'échafaudage en bois que Michel-Ange conçoit n'est pas accroché au plafond, mais repose sur des tenons fixés au-dessus des fenêtres de la chapelle. Le pont sur lequel travaille l'artiste suit la courbure du plafond pour limiter les efforts d'une tâche extrêmement inconfortable.